Pour le numéro 8 de Voyage et Histoire, on ne pouvait ne pas passer par l'Égypte, c'est vrai. 2 temples remarquables. Le plus grand du monde d'abord, celui de Karnak. Nous sommes à Luxor, avec sa fameuse colonnade qui monte vers les cieux, sublime, je vous l'ai dit, sans conteste, sans doute le plus grand temple jamais construit. Mon préféré se situe en face, sur West Bank, Médine Abou. Le temple de Ramsès III a gardé ses couleurs, il a gardé également une authenticité et il est quasiment presque intact. C'est mon coup de cœur, très franchement, sur West Bank et sur Luxor, incomparable. C'est parti pour l'Égypte pharaonique, plein sud sur l'Égypte, pour mon top 8 des plus beaux monuments du monde, Karnak et Médine Abou. Bienvenue à la visite incontournable sur Luxor, le temple de Karnak. Sans doute le monument funéraire, ou en tout cas le temple, l'ensemble religieux le plus vaste du monde, le plus vaste qui n'ait jamais existé. C'est parti pour la visite du temple de Karnak. À 3 km de Luxor se trouve l'ensemble cultuel, le temple sans doute le plus grandiose du monde. Il date de plus de 4700 ans, le temple de Karnak. Il ne s'agit en fait pas d'un temple, mais de 3. Le domaine d'Amon, le domaine de Mout et celui de leur fils Ronsou. Le complexe religieux que vous avez devant vous aujourd'hui est le fruit du travail de plusieurs pharaons, chacun agrandissant, embellissant le temple pour associer son nom à celui des dieux. Le nom de Karnak vient de l'arabe Al-Karnak, village fortifié. Son véritable nom dans l'Antiquité était Ipetsut, la place sacrée, la place vénérée. À l'entrée du premier pylône se trouve le Dromos, l'allée de Sphinx, des sphinx à tête de bélier, l'animal symbole du dieu Amon. Autrefois, le Nil, ou en tout cas les canaux du Nil arrivaient jusqu'ici, il y avait un débarcadère pour les barques sacrées, donc on était véritablement à l'entrée du grand temple de Karnak. Il existait autrefois 124 sphinx à tête de bélier, il n'en reste plus qu'une quarantaine aujourd'hui, assez dégradé. Vous remarquerez que cet animal est le symbole du dieu Amon. Entre ses pattes, le pharaon, il est son protecteur. Le pharaon se met en soumission devant lui, il est juste sous son menton. Une fois franchi l'allée des sphinx à tête de bélier, vous rentrez par le premier pylône. Vous constaterez qu'il n'a pas été terminé. Sur votre gauche en rentrant, les reposoirs des barques sacrées de la trilogie Amon, Mout et Ronsou. Devant vous, la colonnade de Tabarka, période tardive, qui a été rajoutée par la suite. Et sur le côté droit, au fond, le fameux petit temple assez joli de Ramsès III. Rien à voir avec Médine Abou, mais il a voulu lui aussi, comme tous les autres pharaons, mettre sa pierre à l'édifice à Karnak. C'est pour ça que ce temple est assez difficile à comprendre. Chaque pharaon a voulu y rajouter quelque chose, un temple, une chapelle, une colonnade. Petite scène à Karnak assez émouvante. Derrière, juste derrière le temple de Ramsès III, une scène assez sympathique. Hathor, en majesté, est en train de donner le sein au pharaon. Je vous rappelle que c'est elle qui a surveillé Horus au moment où Seth a voulu le tuer. Rappelez-vous l'œil d'Horus. Et elle a donné le sein à Horus, elle donne le sein à Pharaon. Symboliquement, c'est la même chose. Grandiose, spectaculaire, magique. Les mots manquent quand on pénètre pour la première fois dans la grande salle hypostyle de Karnak. 5400 mètres carrés, 134 colonnes s'érigent vers les cieux, construites par des géants. On se sent tels des fourmis, écrasées par tant de grandeur et tant de beauté. Alors quel rôle les anciens Égyptiens donnaient aux images gravées dans les temples? Il s'agissait de perpétuer magiquement le culte envers et contre tout. Ils peuvent prendre le relais des prêtres en cas de trouble, en cas de guerre. En effet, les offrandes carrément gravées dans les parois du temple sont censées être magiques. Ces hiéroglyphes, ces gravures dans le temple, dans la pierre, viennent remplacer magiquement les grands prêtres et donner des offrandes tout de même aux dieux.
Le lac sacré que vous avez derrière moi est le lac sacré du dieu Amon. Il est sans doute le plus grand d'Égypte. L'eau provenait directement de Noun, océan des origines. Sur le lac voguaient des barques lors des rituels à la fois solaires et osiriennes. Sur les côtés de ce plan d'eau étaient construits des logements des prêtres, des salles d'offrande et une volière pour des oiseaux sacrés qu'on lâchait aux 4 coins cardinaux du pays pour annoncer le sacre d'un nouvel empereur, d'un nouveau pharaon. Le scarabée képré en égyptien et le bousier sacré. Cet insecte pousse devant lui une boule de fumée dans laquelle il pose ses œufs, d'où jailliront les jeunes scarabées. Il représentait pour les Égyptiens celui qui est venu à l'existence seul. Son effigie a été utilisée comme sceau ou amulette et portait chance. Ça reste encore le cas aujourd'hui. Comme vous pouvez voir derrière moi, les touristes tournent autour de la stèle du scarabée 7 fois, en espérant évidemment que leurs vœux soient réalisés. Nous sommes au fond de la cour de la cachette, là où ont été découvertes dans le sol des centaines de statues de pharaons. Sachez que chaque pharaon qui venait à régner se débarrassait un petit peu à Karnak des statues de ses prédécesseurs pour mettre les siennes. Derrière moi, quelques-unes de ces statues. Le pharaon est toujours représenté en majesté, beau, musclé, ce qui n'était pas toujours le cas d'ailleurs dans la réalité, vous vous en souvenez. Hein. Les insignes du pharaon sont très clairs. Le némès, la coiffe royale. Attention, dans tous les films, on voit les Égyptiens avec cette coiffe. C'est du n'importe quoi. Seul le pharaon avait le droit de la porter. La barbe postiche, évidemment, qui est la barbe des dieux. Et vous avez le cobra protecteur. Le dieu protecteur, le dieu emblématique de Luxor, de Thèbes pharaonique, c'est Amon. Amon, celui qu'on appelle le caché, dieu de l'air vivifiant, couronné de 2 plumes d'autruche et à la peau bleue. Il n'a ni père ni mère, il est le 1, qu'on mélangera à Amun-Ré plus tard pour en faire le dieu suprême, Ré qui est le dieu soleil, celui qu'on voit, celui qui éclaire, l'unique également. Le temple de Ronsu est notre endroit préféré, notre coup de cœur à Karnak. Un petit peu isolé, quand vous rentrez par le premier pylône dans la grande cour principale, derrière le temple de Ramsès III, se trouve un petit passage, allez-y. Le temple de Ronsu est au fond, il y a de fortes chances comme nous aujourd'hui que vous soyez les seuls à l'intérieur. Vous rentrez par un portail qui a gardé encore ses couleurs, une salle de colonnade, et au fond vous allez véritablement vers le Naos. Derrière moi, le dieu Thoth, un dieu lunaire lui aussi, puisque Ronsu est un dieu à tête de faucon, avec la lune sur la tête, toujours habillé en blanc, comme Osiris, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Hein, c'est le fils d'Amon, n'oubliez pas. Donc ce temple, à la tombée du jour, une véritable merveille, vous êtes seul au monde, notre coup de cœur à Karnak. Les temples égyptiens ne sont pas comme les mosquées ou comme les églises des lieux de prière. Ils sont plutôt des reproductions de l'univers créés par les dieux au commencement du monde. Ce sont des univers, des symboles du monde en réduction. Le mur d'enceinte, souvent en forme de vague, est l'image de Noun, l'océan primordial d'où a surgi le monde. Le pylône matérialisait les montagnes du désert, montagnes incarnées par Isis et Nephthys, chacune associée à un môle du pylône. Le sol du temple, la terre d'Égypte, où poussent les végétaux symbolisés par les colonnes, qui sont les papyrus qui vont vers les cieux. Enfin, le plafond, la voûte céleste, décorée d'étoiles. Tout au fond, le Naos, la pièce la plus sacrée. C'est l'horizon au point de contact entre le ciel où vivent les dieux et la terre et où ils sont présents par l'intermédiaire d'une statue. Statue évidemment que l'on va soigner, bichonner, laver, donner à manger, faire des offrandes. Seul le pharaon théoriquement aurait le droit d'y aller, mais évidemment il a des intermédiaires, il envoie des grands prêtres pour pouvoir travailler à sa place. Une petite chapelle dédiée à la déesse Hathor. C'est sur le côté latéral, on graisse un petit peu la patte au gardien. Le statue de Sekhmet, la déesse lionne, déesse de la guerre et de la colère. Attention, chaque femme peut être à la fois Sekhmet et Bastet, la déesse Chat, la déesse un petit peu de la féminité, la déesse câline. Bon, chaque femme est un peu des deux. Il y en a qui sont plus l'une que l'autre. La mienne, c'est un peu plus Sekhmet quand même, hein.
Les touristes préfèrent souvent Karnak ou la vallée des rois. Un petit peu hors des sentiers battus, mais pas non plus ignoré, derrière moi, le temple qu'on appelle de Médine Abou. Le temple funéraire, le temple de millions d'années de Ramsès III. Un ensemble fabuleux, et je ne vous cache pas que parmi tous les temples égyptiens, c'est mon préféré. Au Nouvel Empire, comme au temps des pyramides, le pharaon reçoit un culte. Sous l'Ancien Empire, le temple du culte pharaonique est adossé à la pyramide. Au Nouvel Empire, on se fait enterrer dans la vallée des rois, qui manque cruellement de place pour de grands édifices. Donc les temples funéraires, les temples du culte pharaonique sont installés à part, à la lisière entre les cultures et le désert. On les appelle les temples des millions d'années. La grande originalité de ce temple, c'est ces tours fortifiées qui marquent l'entrée du temple de Ramsès III. Ces tours sont d'inspiration syrienne. Elles rappellent, si vous le voulez, que ce n'est pas qu'un territoire sacré, c'est également un temple-forteresse. Le choix de cette architecture qui s'inspire, je l'ai dit, d'un modèle syro-palestinien a des raisons magiques. Nul adversaire ne pourra jamais franchir cette barrière et s'emparer de cet édifice. Pharaon a d'ailleurs inscrit ses victoires dans la pierre. Il est le faucon Horus, volant dans les cieux. Il apparaît comme le soleil. Les tours fortifiées dont on vient de parler s'appellent des Midgol. Sachez qu'elles font apparaître ce temple comme un temple forteresse. Quand on sait, je vous l'ai raconté, que Ramsès III était l'un des plus grands pharaons guerriers de son temps, on comprend pourquoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le règne de Ramsès III ne sera pas sans danger et ne sera pas sans vagues. C'est l'un des pharaons qui aura lutté le plus contre les envahisseurs étrangers. Il a déjà bouté hors du royaume les Libyens, mais les peuples de la mer avancent. Ils ont déjà ravagé l'empire hittite, ils sont aux portes de l'Égypte. Pharaon doit réagir. Toutes ces batailles, tous ces combats sont gravés dans la pierre de son temple des millions d'années qui est derrière moi. On voit Pharaon en majesté tenant ses ennemis par les cheveux et les fracassant de sa massue. Ramsès III était un immense guerrier, le dernier grand pharaon d'Égypte. Tout de suite sur la gauche, en rentrant dans le temple de Ramsès III, les chapelles des grandes divinatrices. Ce sont les grandes prêtresses d'Amon qui jouent un rôle politique et religieux très important sous le Nouvel Empire. Ça ne paye pas de mine, mais à l'intérieur, il y a de très belles fresques et c'est un ensemble très important, en tout cas pour la stabilité religieuse du temple. Toujours à l'entrée du temple, en face des trois chapelles des divines adoratrices, se trouve un petit temple, sans prétention, qui ne ressemble presque à rien. Mais sachez qu'il a été construit par Amenhotep Ier. Il fut agrandi par les trois premiers Thoutmôsis et par Hatchepsout. C'est sans doute l'endroit le plus sacré de Médine Abou, puisqu'il fut érigé à l'emplacement de la butte du Djémé. Vous savez, cette butte primordiale, où furent enterrées les 8 divinités primordiales qui existaient avant la création du monde. Donc ce petit temple, qui ne ressemble à rien, c'est l'endroit le plus sacré et le plus important de cet immense temple. Malgré les dimensions pharaoniques de ce fantastique édifice, 150 mètres de long pour 48 mètres de large, sa structure finalement globale est assez simple. Un premier pylône, juste derrière moi, une première grande cour, un second pylône, une seconde grande cour, puis le temple couvert aux nombreuses chapelles qui ont complètement disparu aujourd'hui. Vous verrez qu'au fond du temple, il n'y a plus du tout de toit. Petit bijou, derrière le premier pylône, sur la gauche. Vous faites le tour, une scène fantastique. Le pharaon sur son char en train de chasser des taureaux dans la savane. En dessous, des scènes de pêche également avec de nombreux poissons. Et l'armée du pharaon, arc, flèche, tout y est, tout l'équipement. Le pharaon n'était pas seulement un combattant, c'était également un grand chasseur. Bon, sachez qu'on peut lire ces fresques à double lecture. C'est également le combat des forces du bien contre celles du mal. Le pharaon chasse magiquement les ténèbres grâce à ses armes et grâce à son courage. La scène de chasse, comme la scène qui est derrière moi, se situe à l'extérieur du temple. Il faut le contourner, je l'ai dit, par la gauche. On y voit Pharaon consacré
les esclaves capturés avec son glaive de lumière, les consacrer au dieu Amon. Il va sans doute les sacrifier. Il est le puissant, celui qui va chasser les ténèbres et ramener la lumière. Le premier pylône franchi, on rentre dans la vaste cour dite de l'armée. On retrouve les mêmes scènes qu'à l'extérieur, des scènes de combat où Pharaon piétine ses ennemis par milliers qui sont morts par terre et qui, évidemment, supplient Sa Majesté de les épargner. Sur l'autre face du pylône, on voit le Pharaon en offrande auprès des dieux, Amon évidemment, qui est le grand dieu honoré également dans ce temple. Pénétrant dans la première grande cour, une fois franchi le premier pylône, sur votre droite en rentrant, des scènes assez macabres qui sont derrière moi. Sachez qu'à la fin des batailles, pour dénombrer le nombre d'ennemis tués, les hommes avaient pour habitude de leur couper les mains, de les mettre dans des paniers, ou de leur couper également certaines parties intimes. C'est imprimé dans la pierre. Bon, autre époque, autre mœurs. Il faut savoir, je le rappelle également, qu'on avait tendance à raconter au pharaon qu'on avait tué beaucoup plus d'ennemis que ce qui avait été fait. En comptant les quéquettes ou en comptant les mains, on ne pouvait pas mentir, évidemment. Après avoir franchi le deuxième pylône, on se retrouve dans la deuxième cour. Les exploits guerriers se font moins intenses sur les murs. On y voit plus de grandes processions, comme derrière moi. Ce qui est totalement exceptionnel dans ce temple et qu'il n'y a pas par exemple à Karnak, c'est les couleurs. Si on regarde bien, notamment, on le verra tout à l'heure, les piliers papyriformes ont gardé leurs couleurs. La grande procession en l'honneur de Soccharis et de Mine, en haut, avec portage de barque, le pharaon dessus, les grands prêtres qui sont là en procession. Tout ça est assez exceptionnel et a gardé ses couleurs. Ça a des centaines et des milliers d'années. Médine à bout. De l'autre côté du temple, à l'extérieur, une scène unique, très rarement représentée. On la distingue faiblement sur la caméra, j'imagine. À l'œil, c'est un petit peu plus parlant. Une scène de combat naval. Le roi Ramsès III contre les peuples de la mer. Je vous rappelle qu'il les a définitivement éloignés du royaume et que c'était véritablement un danger pour l'époque. Un de ces grands hauts faits d'armes, en tout cas, que cette bataille navale. Sachez que les peuples de la mer remontaient le Nil pour piller l'Égypte. Il les a arrêtés. Il les a chassés. Le règne de Ramsès III fut tumultueux et agité. Entre les guerres aux frontières, contre les peuples de la mer, les Libyens, les grèves à l'intérieur du royaume. Sachez que les artisans de Der el-Médine se sont révoltés. En tout cas, ils font la première grève de l'histoire de l'humanité. Derrière nous, on a déjà visité. Ils refusent de reprendre le travail pour la tombe de Ramsès III. Les conditions de travail sont très difficiles. La fin de son règne sera tout aussi agitée. Entre conspiration, complot dans le harem, est-ce que la reine Ti aurait fait assassiner le pharaon? C'est l'un des grands mystères de la fin de ce règne de Ramsès III, qui est l'un des règnes les plus glorieux de l'histoire pharaonique. Quoi qu'il en soit, la momie de Ramsès III a été trouvée avec toutes les autres momies dans la cache de la montagne. Les grands prêtres les avaient mis à part pour éviter les pillages. On a pu étudier cette momie, elle a livré ses secrets. Il existe une grande entaille au niveau du larynx, faite sans doute par un objet tranchant. Les embaumeurs y ont mis un œil de russe pour aider à la cicatrisation dans l'au-delà de la plaie. Pour certains spécialistes comme Albert Zink, la conclusion est très claire. Ramsès III a été égorgé. Il a été assassiné. Le temple était entouré d'une immense enceinte en briques crues, assez dégradée, qui représentait les vagues de l'océan primordial, je vous en parlerai à Karnak. Les annexes, vous aviez des entrepôts, des habitations pour les prêtres, etc. Tout ça a disparu pour se rendre compte véritablement à quoi ça ressemblait.
faut aller au Ramasséum, ça tombe bien, c'est notre prochaine visite.